Bonjour, je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire consacré aux écosystèmes, grilles de lecture innovantes au service d'action à impact pour les territoires. Avant toute chose, je retiens à remercier les agences Nantes-Saint-Nazaire Développement, Grand Orly, Seine-Bièvre ainsi que Montpellier Métropole qui se sont mobilisés à l'occasion de ce webinaire et qui vont partager avec nous leur expérience pour nous permettre de mieux appréhender les contours d'une grille de lecture qui, à défaut d'être tout à fait nouvelle, enrichit notre approche et offre de nouvelles perspectives pour mieux comprendre les besoins du territoire et lui donner les moyens de répondre aux grands défis auxquels il est confronté. Je tiens également à remercier Véronique Boudot, Digital Ecosystem Builder et auteur de l'ouvrage Think Digital Ecosystems, ainsi que Benoît Illinger, secrétaire général de Coudio, le premier cluster français de l'audio, de la voix et de la radio, ainsi que Jean-Michel Lesault et Guénaël Le Guenec, respectivement directeur du pôle Impact et CIO et fondateur de Geolink Expansion. Avant d'aller plus loin, je vous précise également que tout au long de ce webinaire, vos micros seront coupés. Il vous sera possible de répondre tout au long de l'événement via le chat ou de nous poser vos questions là-dessus. Nous y répondrons en direct lorsque cela sera possible ou à la fin du webinaire où un moment a été spécialement aménagé pour vous permettre d'obtenir toutes les réponses aux questions que vous souhaiteriez nous soumettre. Si malgré tout le temps venait à nous manquer, nous ne manquerons pas de revenir rapidement vers vous à l'issue du webinaire pour vous apporter tous les éclaircissements demandés. Une dernière chose, si certains d'entre vous venaient à rencontrer des problématiques liées au son ou à l'image, le navigateur que nous utilisons a été, la plateforme qui nous héberge a été optimisée pour fonctionner avec Google Chrome. Dans ce cas, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter avec ce navigateur pour bénéficier de la meilleure expérience utilisateur possible. Je vais vous laisser quelques minutes pour faire potentiellement la manip et vous laisser nous rejoindre. Je vous fais patienter juste quelques minutes. Je vous remercie pour votre plaçance de la place de l'innovation à l'expérimentation et le partage, en passant par le rôle des écosystèmes dans la réponse aux grands enjeux de société. Tout au long de ce webinaire, nous allons essayer d'illustrer cette problématique avec de nombreux exemples et des cas concrets qui vont contribuer à vous dévoiler les multiples facettes d'une analyse écosystémique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à M. Le Guenec, CEO de Geolink Expansion, qui, dans son introduction, va nous en dire plus sur cette approche qui enrichit la traditionnelle analyse par filière et répond dès lors parfaitement aux grands enjeux de société auxquels les territoires sont confrontés. Guénaël, c'est à toi. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. D'abord, préambule, l'approche écosystémique n'est pas une nouveauté, ni pour les territoires, ni pour les entreprises. Et je ne vous parlerai pas ici de l'histoire de l'écosystème qui sera repris tout à l'heure par Véronique, ni des logiques de permaculture, mais qui montre toutefois à travers ce terme qu'il faut être en capacité à tout moment de réinterroger son écosystème, de l'entretenir et de le cultiver. Ce qui me paraît important ici en préambule, c'est de vous amener finalement sur le pourquoi maintenant. Il y a un sentiment d'urgence qui est partagé par de nombreux acteurs, que ce soit des territoires, les employeurs, les salariés, les associations, la collectivité locale elle-même et les citoyens qui ont un rôle à jouer. Il y a d'abord un effet de contexte qui fait que tous les acteurs sont alignés pour entreprendre ce chantier en même temps. Tout le monde est sur la même ligne de départ en même temps, soit par raison, soit par opportunité, soit par obligation. Et on peut donc trouver à travers ce schéma qui vous présente les différents facteurs déclencheurs des problématiques qui sont liées à la pression foncière, à la raréfaction du foncier et à l'artificialisation des sols qui contraint du coup à trouver des solutions nouvelles dans les territoires. On a aussi des problématiques RH fortes dans les territoires, que ce soit pour attirer ou retenir des salariés, des problématiques de production qui incitent à s'interroger sur les projets de coopération, de réinternalisation, voire de relocalisation des entreprises sur le territoire.
Et globalement, on a également de forts effets de levier qui sont en cours de construction, qui ont été émergés depuis un an et demi maintenant, portés par l'État notamment et par les régions. Les territoires et les entreprises liés au plan de relance peuvent du coup favoriser leur transition écologique, l'inclusion sociale et permettre une cohésion territoriale plus forte. Donc la ligne directrice, le tronc commun finalement de tout ça pour repenser son écosystème, ça devient finalement aussi cet enjeu de responsabilité sociale et environnementale qui nous incite à réimaginer les frontières de nos activités respectives. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième conséquence finalement de raisonner en écosystème, c'est de pouvoir y mettre une logique sociétale, donc de compléter la logique filière ou la logique territoriale habituelle pour aller vers un raisonnement qui part davantage des enjeux ou des usages pour les habitants, pour la population, afin d'imaginer finalement où se situent les entreprises de mon territoire et comment elles peuvent répondre à ces enjeux. Donc on sort des classifications habituelles, que ce soit des codes APE, des codes NAF, des silos par filière, et on se met finalement petit à petit à raisonner tous ensemble à un nouveau mapping. Et on voit notamment, par exemple, tout l'intérêt de travailler sur un mapping des entreprises à impact en classant les entreprises par usage ou par défi de société pour ensuite pouvoir aller chercher et attirer des acteurs manquants. Voilà, donc ça nous amène là aussi sur une logique d'attractivité raisonnée en allant chercher ces chaînons manquants grâce à une bonne analyse de l'écosystème local. Voilà, donc avant de passer la parole à Véronique, il y a quelques mots-clés qui me semblent importants et qu'elle reprendra probablement tout à l'heure dans sa présentation. C'est la notion d'expérimentation, d'innovation et du faire ensemble. Et à ce niveau, je dois dire qu'on a la chance ces derniers temps d'être challengé sur des territoires particulièrement riches dans leur manière d'appréhender le développement territorial. Je pense à des territoires ruraux, comme en Vendée par exemple, où on est parti d'une logique d'attirer des dizaines de projets d'implantation à une logique finalement qui consiste à trouver une solution pour attirer et loger des travailleurs étrangers. Parce que leur première problématique était d'abord d'identifier un investisseur capable de mettre en place des solutions d'accueil pour faire venir des nouveaux travailleurs dans un territoire où le taux de chômage vient de retomber en dessous des 4%. Donc, à partir de cet enjeu, finalement, la solution, elle est 360, c'est-à-dire qu'il faut à la fois attirer une résidence active et un espace de co-living pour ces travailleurs étrangers. Il faut attirer un centre de formalité administrative et de formation linguistique. Et il faut attirer une plateforme de mobilité parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas aller au travail sans moyen de transport. Donc le véhicule partagé électrique ou le vélo partagé devient aussi une solution. On arrive donc sur des solutions par rapport à un enjeu qui font appel à des acteurs qui sont sur des filières et dans des raisonnements très différents. Et c'est là toute la richesse, je pense, de notre métier de développeur économique et territorial. Je donnerai un autre exemple avant de passer la parole à Véronique, c'est celui d'un pôle urbain, cette fois, le pôle de La Défense, Paris-Ouest La Défense, premier pôle économique francilien, qui nous a mandaté récemment pour la mise en place du schéma directeur de la filière impact sur le territoire, avec là l'idée également de pouvoir rattacher les entreprises locales à des enjeux de société auxquels ils sont confrontés, que ce soit en termes de tourisme de demain, d'alimentation durable ou de transition écologique. Il y avait cette nécessité pour cet acteur territorial de sortir des silos classiques et de repenser complètement son approche. Voilà, donc tous ces principes montrent finalement, toutes ces logiques montrent finalement qu'on est dans un moment opportun où tous les acteurs, entreprises, territoires, associations, sont dans un moment avec une ambition commune pour réfléchir à la notion d'écosystème et bien sûr dans une logique
innovante, dans un état d'esprit un peu novateur qu'il faut bien avoir pour réussir à mener ces opérations. Voilà, je pense que Véronique sera très à même d'apporter des compléments d'information sur ce point-là. Merci beaucoup, Guénel, pour cette intervention qui bien le périmètre et contextualise. Je pense que tu as dit les bons mots et en effet, Véronique, d'être le lien idéal entre innovation et écosystème. Véronique, je vais te laisser la parole là-dessus et nous expliquer un petit peu comment la technologie est susceptible de rendre un système innovant. Mais je crois que tu as d'abord une question à nous poser. Oui, bah écoutez, si tu peux mettre la slide, voilà. Alors, pour vous mettre en jambe, je voulais vous… Attends, je peux mettre en mute là, pour avoir l'écho. Parce que là, je suis obligée de travailler avec 2 écrans, étant donné que moi, je ne voyais pas les slides sur le mien. Donc, on va mettre en mute celui de Bérénice. Voilà. Je pense que ça va aller mieux. Vous m'entendez bien? C'est parfait, oui, il n'y a plus d'écho en tout cas de mon côté. Donc, écoutez, un petit quiz. Ce merveilleux gentleman, donc, qui suis-je? Si vous avez tout de suite une idée, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je pense que c'était un petit peu de la provocation et aussi pour agiter un peu vos neurones après l'heure du repas. Donc, une moustache célèbre, oui. Alors, je vais te demander de passer à la 2e slide, s'il te plaît, Stéphane, pour avoir la réponse. On gagne la joie de participer. En fait, il s'agit de Sir Arthur Tansley. Et pourquoi est-ce que je vous mets ce gentleman fin du 19e, début 20e? Eh bien, c'est parce que c'est lui, avec d'autres scientifiques anglais, qui a apporté le concept et la nouvelle science de l'écologie, et au sein de l'écologie, qui a absolument créé la notion et le concept d'écosystème. Donc, il faut savoir que ce mot écosystème date de 1935, c'est dans les premières publications dans lesquelles on l'a vu, et qui donc fait la relation de tout cet ensemble naturel avec des éléments complètement interconnectés qui ont besoin les uns des autres pour survivre. Alors, dans la prochaine slide, vous vous demandez, OK, bon, ben maintenant, on connaît je vais te demander d'inventer la slide, mais en quoi, moi, je peux vous parler d'écosystème? Donc, moi, je m'appelle Véronique Boudot, comme on l'a déjà dit, et j'ai fait toute ma carrière dans les entreprises américaines de la technologie. Donc, vous les voyez là, vous reconnaissez sans doute leur logo. J'ai fait ça, bien sûr, en Europe, mais aussi en Australie, en Asie et à San Francisco, principalement dans la direction des services techniques, de ce qu'on appelle aussi professional services, et la logistique, comprenant les pièces détachées. Et alors, donc, expérience de l'innovation technologique de la technologie, je vais passer à la prochaine slide. En quittant ce monde corporate, j'ai décidé de faire un tour du monde des écosystèmes numériques innovants, parce que j'avais eu la chance de vivre dans beaucoup d'endroits, et je suis allée voir le monde des startups, des investisseurs, des chercheurs. J'ai écrit donc ce livre parce que je suis partie d'un constat que je pense nous faisons tous. J'ai écrit ce livre, donc Think Digital Ecosystem. Le constat que nous faisons, c'est que le monde change. Ça, bon, je n'ai pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le constater. Qu'est-ce qui change principalement? C'est un monde hiérarchique très vertical qui passe à un monde interconnecté où vous avez des employés réguliers qui font partie d'une société, qui travaillent avec des freelances et de plus en plus qui se font assister par des bots de l'intelligence artificielle. L'exemple qu'on a de plus en plus présent dans le médical, par exemple, les radiologues qui se font assister par l'intelligence artificielle ou même voire remplacer. Dans le domaine de la vente, ce qui était très transactionnel, un à un, je vous donne l'information du produit, vous l'achetez, bascule complètement dans des systèmes contributifs où vous avez à prouver la valeur d'un service, d'un produit avant qu'il… Les gens viennent, maintenant ils ont trouvé l'information qui leur convenait et ils viennent l'acheter. On passe aussi à d'autres modèles économiques où on achète plus l'usage que la possession du produit. Donc dans ce domaine-là aussi de la vente, des échanges, grande transformation. Dans, je dirais, le système individuel, vous étiez auparavant un job, un titre, un individu, c'était votre identité.
Maintenant, vous êtes complètement multicasquette. Vous pouvez très bien diriger une agence, une entreprise. Vous devez être un grand communicant. Vous devez être un coach pour vos équipes. Et le soir ou autre, quand vous êtes chez vous ou que vous télétravaillez, vous pouvez très bien aussi être un influenceur, diriger le site des parents d'élèves de votre école. Donc, votre identité est complètement multiple. Ce qui fait que d'un domaine ou de process très contrôlés, où on avait la main de A à Z, on évolue dans des domaines complètement organiques, ouverts, d'où l'impératif, pour moi, j'ai constaté avec la chance de travailler avec des gens qui aussi formulaient ce besoin, et ça, on va passer à la prochaine slide et je vais laisser la parole aux exemples, c'est maintenant, il faut penser son environnement, son marché, ses ventes, son interaction en mode écosystémique. Comprendre les tribus qui constituent l'écosystème, leur interaction, qui apporter dans cet écosystème, quoi changer dans votre écosystème, comment le transformer pour arriver à atteindre vos objectifs. Et voyez, donc là, j'ai juste fini mon temps imparti et moi, je suis surtout ravie maintenant de passer la parole à des exemples concrets qui, je pense, sont très parlants, autant avec Bérénice maintenant qui va vous parler de ce que nous avons fait et comment ils ont continué par eux-mêmes de loin à avancer leur approche écosystémique. Merci beaucoup, Véronique. En effet, c'est maintenant au tour de Bérénice de nous présenter la démarche initiée par Nantes-Saint-Nazaire Développement. Bérénice, je précise que vous êtes directrice management des réseaux professionnels à Nantes-Saint-Nazaire Développement. Et, donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Bérénice Ouzillot, directrice en charge du management des réseaux professionnels à l'Agence de développement économique pour le compte de 2 territoires, Nantes Métropole, 24 communes, et la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, une dizaine de communes. Je veux bien, je ne vois pas mes slides, je peux faire sans. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur un cas concret et grâce à Véronique Boudot qui nous a amené à challenger nos équipes et à créer en fait un vrai écosystème par filière de prédilection. Alors, la crise sanitaire nous a vraiment réinterrogé sur notre stratégie, vraiment de faire je dirais un 360. Vous pouvez mettre la slide suivante. Un changement de stratégie et changement de posture. En fait, auparavant, nous étions une agence dite de promotion, d'attractivité, où on allait chasser, entre guillemets, toutes les entreprises de France et de Navarre. Mais aujourd'hui, la crise nous a vraiment révélé une certaine opportunité de travailler sur une prospection plus qualitative et à un vrai impact sociétal, écologique et environnemental, comme tu le soulignais, Gwenaëlle. Alors, on a tout simplement d'ores et déjà posé notre raison d'être. Voilà, aujourd'hui, nous sommes une agence de développement économique et je tiens à le souligner, responsable, qui a pour vocation d'attirer et d'accompagner des acteurs. Alors, les acteurs, ce sont des entreprises, des talents, de nouvelles compétences, tout ce qui concerne les organisateurs d'événements professionnels. Et tous ces acteurs vont créer, en fait, on souhaite que ces acteurs-là créent vraiment de la valeur ajoutée pour le territoire, pour nos 2 territoires de l'Ouest, afin d'accélérer les mutations économiques et réussir les transitions sociétales et écologiques. Voilà. Donc, en fait, on a challengé les équipes en interne et aussi à l'externe afin de mener une prospection vraiment ciblée en lien avec nos politiques publiques qui ont été établies par la nouvelle gouvernance en mars dernier. Et donc, on a mis en place ce qu'on a appelé, nous, en interne, un top 50, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qu'on a ciblées, identifiées, qui ne sont pas encore sur le territoire, mais qu'on essaye d'attirer, qu'on souhaite faire venir, puisqu'elles ont
elles vont participer à une mutation de notre territoire. Et donc, Véronique nous a aidé à mettre en place tout simplement une cartographie par filière, par stratégique. Donc, on a 6 filières de prédilection. Donc, la santé, les industries créatives et culturelles, le numérique, le nautisme, les établissements, les événements professionnels. Et donc, pour chaque filière, nous avons mis en place des tribus, tout simplement, des tribus. Alors, une patatoïde où on va identifier, repérer les acteurs clés du territoire à certains niveaux géographiques, ceux qui vont produire de la valeur. Alors, c'est tout simplement les entreprises de cette filière, qui elles sont, comment elles s'opèrent entre elles, comment elles sont connectées avec le territoire, mais aussi avec d'autres territoires, ceux et celles qui influencent la filière ou le territoire, donc ce sont les communicants, la presse spécialisée, les influences du territoire et de la filière. Ceux et celles, une autre tribu, c'est ceux et celles qui apportent des talents, donc c'est tout ce qui concerne les écoles, les centres de formation, et tous ceux et celles qui fluidifient l'écosystème, donc c'est nos structures, les structures parapubliques, les pôles de compétitivité, les clusters, toutes les structures liées à l'innovation, les réseaux. En fait, notre job, c'était de savoir en fait qui sont nos acteurs pour mieux, par la suite, prospecter les entreprises, les chaînons, ce qu'on appelle les chaînons manquants pour le territoire. Il y a quelques mois, j'aurais changé de discours, j'aurais pas tenu ce discours-là, j'aurais tenu un discours, bah oui, il faut chasser tout type d'entreprise. Aujourd'hui, j'imagine que Montpellier, c'est la même chose, à Lyon, à Bordeaux. Maintenant, il faut que nos entreprises qu'on va chercher, on nous attend aussi, les acteurs du territoire nous attendent sur ça, c'est vraiment de cibler et de venir combler la chaîne de valeur de nos territoires et de nos acteurs. Alors, voilà, il y a un exemple. Alors, c'est illisible, mais c'est pour bien vous montrer. Donc, on a mis sur la filière du nautisme, vous voyez la tribu, ceux qui influencent. Et à chaque fois, à différents échelons, nous avons mis les acteurs. Donc, non seulement on a mis les structures, mais aussi les acteurs. Quel impact ils avaient sur le territoire. Donc, on a vraiment, c'était un travail de fourmi qui a été opéré par les différents chargés d'affaires. Et donc, ça nous a permis vraiment de cartographier un écosystème qui est dynamique et de compléter notre chaîne de valeur. Cet exemple de mind mapping sur le nautisme a été traduit en un document communicant, et c'est la slide suivante, un peu plus parlante, puisqu'elle est communicante. Et donc, ça donne une idée de notre écosystème. Et pour nous, c'est extrêmement important de partir du terrain pour mieux communiquer sur notre cible et de mieux chasser au niveau national et à l'international. Voilà, donc là, c'est un exemple. Là, c'est sur la tech, c'est sur le numérique, très important, où on a mis en exergue les réseaux, les incubateurs, ceux qui financent aussi, les organismes financeurs, les dispositifs d'expérimentation et puis les pôles de compétitivité. Un autre exemple aussi, voilà, on a mis l'autre slide, voilà, c'est un écosystème numérique mature et dynamique. On a mis en fait en avant les forces du territoire. Et puis, pour terminer, alors, on m'a demandé d'intervenir, voilà, est-ce que les objectifs sont atteints et qu'est-ce que cet écosystème, cette cartographie dynamique nous a permis d'atteindre nos objectifs. En fait, tout simplement, ça permet aussi aux équipes de travailler tous ensemble sur vraiment ce qu'est la filière et l'impact qu'elle avait sur le territoire. Donc, c'est une meilleure visibilité et compréhension de l'écosystème. Pas la peine d'aller chasser n'importe quel type d'entreprise, mais vraiment ciblé. Donc, une vue d'ensemble des acteurs par sous-groupe, par thématique, une mise en lumière des interactions entre les acteurs. Celui-ci, comme le disait Véronique, il est dans une start-up, mais il est aussi dans un club d'entreprise. C'est un influenceur du territoire.
il fait partie d'un club au niveau national, à l'international. Du coup, cette personne-là est influente. Comment, en fait, on va repérer, utiliser cette personne-là, entre guillemets, et donc un meilleur ciblage, comme je l'évoquais précédemment. Et c'est une communication plus ciblée et pertinente sur nos messages clés et forts. Et puis, bien évidemment, une approche client vraiment différenciante, puisqu'on ne va pas déstructurer le territoire, mais encore une fois, renforcer les forces territoriales. Et notamment, on a mis en place une prospection via le social selling. Tout simplement, c'est repérer à partir des acteurs du territoire, est-ce que cette entreprise est en lien avec l'entreprise qu'on souhaite faire venir. Et puis encore une fois, ça a été aussi un travail d'équipe sur l'appropriation des écosystèmes par nos équipes en interne. Voilà. C'est vraiment un outil de décision aussi, de prise de décision pour nos élus et puis pour l'agence également. Voilà. J'en ai terminé de ma présentation. Anis, je me permets du coup d'intervenir parce qu'on a eu quelques questions suite à votre intervention et comme je sais que vous avez des obligations peu après, Madame Calais nous demandait justement ce que vous mettiez derrière le mot organique que vous avez utilisé à plusieurs reprises. Stéphane, oui. Bérénice n'entend pas ta question. Alors attends, je vais me mettre c'est bon. Si, ça y est. Ok, pardon. C'est bon, vous m'entendez du coup, Bérénice, oui. C'est bon, Bérénice? Oui. En fait, oui. C'était ce que vous entendiez derrière le mot organique que vous avez utilisé à une ou deux reprises au niveau de la présentation. Je n'ai pas compris. Moi, je peux peut-être répondre parce que c'est peut-être moi qui l'ai utilisé. C'est-à-dire que si on prend visuellement un process, très souvent, c'est linéaire. C'est-à-dire, on avait l'habitude d'avoir un process qui suivait un autre process et un contrôle très ciblé également en ligne. Alors que maintenant, avec notamment les outils numériques, on a des interconnexions de partout et on n'a plus ce contrôle linéaire. Donc, ça ressemble vraiment au côté organique et aussi dans la croissance, tel qu'un écosystème naturel. C'est-à-dire, ça grandit, il y a des parasites, il y a aussi une croissance qu'on ne contrôle pas à la différence de process linéaires. Est-ce que ça répond? Pour moi, c'était très clair. Je vais attendre confirmation sur le chat. Oui, apparemment, c'est très clair. Merci beaucoup, Véronique. J'avais aussi une dernière question pour vous, Bérénice, où on nous demandait en quoi l'approche par écosystème contribuait à structurer la démarche du territoire. C'est très simple. En fait, ça a permis de voir les chaînons manquants. En fait, sur certaines filières, on peut constater que nous manquons en fait de valeur, d'entreprise, par exemple de sous-traitants dans le nautisme, des entreprises en fait qu'il n'y a pas. Et donc il y a une fracture en fait sur certaines filières. En fait, on n'a pas tous les maillons de la filière. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faire venir des entreprises à impact et qui créent de la richesse, de la valeur autour du territoire. Au lieu d'aller chercher une compétence ou un sous-traitant je sais pas, à 10 000 km ou même à 500 km, eh bien, faire venir l'entreprise pour que le sous-traitant soit auprès de l'entreprise. Voilà. C'est vraiment de créer toutes les valeurs de la filière sur le territoire. Et ça, on le fait de plus en plus aussi. On parle de coopération territoriale. Maintenant, on réfléchit aussi ce qu'on appelle la coopération, l'alliance des territoires. Et on travaille de plus en plus avec l'alliance des territoires, avec les territoires à proximité immédiate de la métropole. Voilà. Merci beaucoup, Bérénice, pour ces éclaircissements. Je vais laisser la parole du coup à Benoît, Benoît Ininger, qui est secrétaire général de Qudio, qui est le premier cluster français autour de la voix, de l'audio et de la radio.
Benoît, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience et nous donner plus de détails sur ce que tu mets très souvent en avant en tant qu'expérience utilisateur? Oui, merci Stéphane de me donner la parole. Je voulais remercier aussi Véronique et Bérénice et Gwenaël qui avant que je parle, ont déjà éclairé une bonne part. J'avais beaucoup d'échos sur ce que vous disiez qui résonnait par rapport à ce que moi-même je vais vous dire. Alors moi, je vais essayer de couvrir le sujet dans le temps imparti, sans aucun slide. Hein. Je vais essayer d'aller simplement de vous parler de mon expérience sur cette thématique précise qui est les écosystèmes, avec une vision peut-être complète, parce que ce que t'as pas dit Stéphane, c'est que moi aussi je viens du monde des collectivités territoriales, précédemment dans d'autres collectivités, mais ces 10 dernières années à la métropole de Montpellier, et quelque part, je pense que mon parcours professionnel illustre assez bien cette démarche de stratégie de territoire en mode écosystème, parce que je suis passé du métier que globalement Bérénice a décrit pour un territoire d'Eveco à celui de me dire dans les écosystèmes il y a beaucoup de potentiel, donc accompagné de Véronique d'ailleurs, on a réfléchi à développer un écosystème, je dirais pas ex nihilo, mais pas loin. Donc, je vous propose vraiment très, très rapidement de vous décrire mon parcours, non pas que ce soit mon parcours qui soit intéressant, mais plutôt ce qui se cache derrière ce cheminement. Et puis après, je laisserai Madame Indemad, vice-présidente au Devleco de la 8e métropole de France, qui a une vision un petit peu au-dessus de ce que j'ai vu, parce que cette vision d'écosystème, elle n'est pas uniquement dans ce que moi j'ai connu, mais elle est partout, et surtout parce que la métropole a toujours été en co-construction de ces écosystèmes et a été un fort appui pour Codio. Alors, dans mon parcours, donc 10 ans à l'implantation des entreprises, le service brillamment repris par Chehira Benzaoui maintenant, on a un certain nombre de dossiers d'entreprises qui arrivent, que Geolink peut nous emmener ou d'autres. Et effectivement, on voit que souvent l'entrée, c'est un besoin en foncier immobilier, qui devient de plus en plus rare par ailleurs. Mais aussi, on se rend compte que c'est pas uniquement ça que viennent chercher les entreprises ou les entreprises du territoire qui veulent se développer. C'est pas uniquement ça qu'elles cherchent. Elles cherchent, alors assez naturellement, on voit aussi un besoin d'infrastructure type fibre internet, type route. Et hier, des routes pour les voitures, aujourd'hui, des pistes cyclables pour aller travailler, mais aussi des besoins en main-d'œuvre formés exactement sur ce dont on a besoin, et toute une myriade de besoins que moi j'ai souvent coutume de citer un ouvrage qui date maintenant de Jacques Gaudron, qui est connu pour son travail sur le Grand Paris, qu'on peut remettre en cause, mais moi l'ouvrage dont je parle, c'est quand il était KPMG secteur public, ça s'appelait le territoire stratégique, où il a développé, il appelait ça la fenêtre, donc c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler en fait tous les éléments structurants d'un écosystème, que va être F comme la formation, E comme des entreprises leaders, etc., etc. Il fait toutes les lettres, mais surtout les choses que moi je trouvais importantes, c'était d'avoir des équipements structurants, type le synchrotron à Grenoble, qui aide à structurer une filière qui ne peut pas se structurer ailleurs, un studio de motion capture sur la cité créative de Montpellier, ou ça peut être des équipements audio importants pour Codio et ses membres. Donc on voit qu'il y a ce type de besoin. Il y a aussi un besoin autour d'un événementiel, d'une animation qui permet aux entreprises de se connaître, de se mélanger et de rayonner, d'avoir une certaine fierté aussi vers l'extérieur. Donc, dans mon travail au sein de la métropole, on commençait à prendre conscience bien de tous ces besoins pour les entreprises. Et moi, j'emploierais pas. Alors, j'ai noté tout à l'heure Bérénice qui parlait de chaînon manquant ou de maillon de la filière. Moi, j'appelais ça les trous dans la raquette. On a une raquette un petit peu complète, et on se rend compte pour les ICC, par exemple, le travail qu'on a fait avec Valérie Chailloux, qu'on avait des formations extrêmement rayonnantes sur le domaine des ICC. On avait des entreprises leaders type Ubisoft,
qui pouvaient générer de l'essaimage, qui pouvaient avoir besoin de sous-traitants, d'ailleurs des super sous-traitants comme Audio Workshop dans l'audio, qui vient en fait offrir du service à ces grands donneurs d'ordre, mais qui leur permet d'être plus compétitifs et plus qualitatifs. Et donc on regarde toute cette raquette et on voit où sont les trous, et effectivement on va chercher à répondre à ces trous. Je saute quelques étapes parce que sinon je vais être trop long, mais fort de tout ce travail, eh bien effectivement, je rencontre des gens au sein des ICC, mais pas que, qui disent ce travail sur les ICC est particulièrement intéressant à être structuré, mais il y a un domaine en plein boom, et vous ne serez pas passé à côté parce que dans la presse, chaque semaine, on entend parler de nouveaux développements autour de la voix, de l'audio, de la radio, qui est un phénomène en plein renouveau. Et donc, on s'est dit qu'on allait travailler sur ce secteur-là pour créer l'écosystème, fort du soutien et de la co-construction de la métropole qui nous a accompagnés dans ce sens-là, mais fort aussi d'un certain nombre d'acteurs, comme Radio Act, qui est participant au séminaire, au webinaire aujourd'hui, et qui a vraiment soutenu, qui a pris ses responsabilités et qui a dit effectivement, il faut qu'on travaille ça. Donc, il y a maintenant 2 ans, j'ai quitté la métropole pour rejoindre cette initiative. On a fait un design sprint, la métropole y a participé, où on a co-construit nos valeurs qui étaient de développer tout ce travail autour de l'expérimentation, du partage et de la collaboration entre tous ces membres, et d'aller voir effectivement de nouveau cette raquette de la formation, des entreprises leaders, des entreprises sous-traitantes, créer de l'événementiel qui permet de faire du lien, du travail en commun et développer, et puis développer un totem, un lieu phare où on va pouvoir partager et travailler. Donc on le développe de manière, on va dire, expérimentale dans la Cité Créative dès octobre. C'est un peu un préfigurateur, et on a un projet encore plus ambitieux dans les tuyaux qui nous permettra de partager des équipements encore plus structurants, de créer cet écosystème et de le rendre vraiment attrayant à tous les niveaux, et donc, comme disait Bérénice, d'aller après compléter ces maillons de la chaîne, et plus ils sont complétés, plus on est attractif, et plus on est attractif, plus vraiment on est dans une dynamique positive qui permet également d'éviter de la sous-traitance ou de faire appel à des déplacements pendulaires inutiles, et vraiment concrétiser ce projet localement. Je conclurai, pour pas perdre trop de temps, de dire que vraiment, ce projet, il est rendu possible parce qu'il y a une dynamique d'acteurs sur le territoire qui ont vraiment envie que ça se produise, parce qu'ils savent que c'est ce terreau-là qui les rend plus compétitifs en travaillant ensemble et pas en étant concurrents. C'est vraiment, je crois, un élément très important. Une co-construction avec la collectivité qui nous accueille en son sein et qui nous porte, parce qu'on sait que dès demain, ou même dès aujourd'hui, on peut ensemble aller montrer cette raquette qui est complète, où il y a juste des petits points qui nous manquent, et aller la montrer et dire, effectivement, il nous faut cette entreprise qui nous manque, il faut qu'on puisse avoir cette formation qui vient compléter ça, et ensemble, on arrive à le démontrer et à être encore plus fort. Voilà qui me donne la parole à Indemad. Merci. Merci beaucoup Benoît, et merci également à Véronique, Florence, pour la qualité de vos présentations et des éléments que vous avez pu rapporter, qui sont toujours très enrichissants, très inspirants même. Alors, avant de vous parler de l'expérience de Codio avec la métropole, j'aimerais vous parler de notre incubateur du BIC. Alors certes, nous vivons une époque qui, avec les nouvelles technologies, accélère les nouveaux usages, et on se doit en tant que collectivité de s'adapter et d'être innovant. Et en parlant d'innovation, de nouveaux usages que souvent on est amené à expérimenter, j'ai eu envie de vous parler du BIC, parce que fédérer un écosystème, quelque part, nous avons eu la chance d'avoir cet outil fabuleux qui est le BIC, qui fait partie des 5 meilleurs incubateurs au monde aujourd'hui, et qui a su autour de lui avoir un écosystème innovant, à la fois dense, volontaire, et donc avoir un certain nombre d'acteurs
autour de soi qui sont force de proposition, et on l'a vu notamment lorsqu'on a été territoire labellisé French Tech. Il faut savoir aussi que le BIC et la métropole, évidemment, puisque c'est un outil du BIC, a pu développer depuis maintenant plus de 30 ans une chaîne de valeur de l'innovation allant du porteur de projet, enfin de l'idée, à l'internationalisation en passant par la levée de fonds, et ça dans tous les secteurs d'activité. Et de manière naturelle, en fait, à chaque fois que les acteurs arrivaient, eh bien, on les poussait à se fédérer pour pouvoir peser, notamment pour pouvoir vendre leurs solutions auprès des grands groupes qui étaient à la recherche d'innovation. Et donc, nous avons initié des expérimentations, Big Up for Startup, des rencontres entre grands groupes et startups innovantes, dans le numérique, mais pas que. Et de là ont émergé des réseaux Push Start pour le jeu vidéo. Et nous avons été, du coup, grâce à cet outil, précurseurs ou visionnaires très tôt sur la nécessité de créer des écosystèmes qui se fédèrent et qui travaillent en proximité, donc pour favoriser le circuit court, et en lien avec les grands groupes, un peu locomotives qui viennent alimenter cette dynamique. Dans les ICC, et plus particulièrement dans le monde de l'audio, eh bien, justement, le BIC a lancé son podcast récemment. Eh bien, nous avons cette même volonté, finalement, à travers la richesse et la qualité de ces acteurs, à peu près 100 adhérents, que nous accompagnons, que nous suivons, que nous rencontrons, que nous écoutons. Donc, il ne s'agit pas finalement de cette posture de collectivité qui va juste subventionner, apporter des moyens financiers sans réellement donner une direction en termes justement d'impact, de volonté à la fois de performance économique, mais aussi avec une dimension sociale forte, résiliente, inclusive. C'est notre responsabilité. Nous avons des outils et aujourd'hui, moi, je suis assez fière, que ce soit pour le BIC ou pour la Codio, d'être au sein d'un territoire qui a su très vite identifier ses forces et ses points différenciants pour pouvoir les amener les plus loin possible, parce que s'ils arrivent très loin, nous y arrivons tous ensemble. Là où je trouve le positionnement également de Codio très intéressant, c'est qu'il permet aujourd'hui de réunir des acteurs qui sont présents sur toute la chaîne de valeur de l'audio, et dans une période où justement l'audio draine de plus en plus de contenu. Les nouvelles générations sont certes friandes de réseaux sociaux, de jeux vidéo, mais aussi à travers le son, apporter à l'image une dynamique. Et donc, on a ici, à Montpellier, cette chaîne de valeur de l'audio qui est compatible, puisqu'on a tous les acteurs, que ce soit dans le domaine de l'animation, et ça se complète très bien, qui vont avoir des besoins. Et notre objectif, c'est de faire grandir cet écosystème ensemble à travers leurs propres besoins, favoriser du coup le circuit court et rayonner. Et donc, c'est l'attractivité, c'est la visibilité dans un monde qui se globalise, qui cherche aussi des moyens d'être résilient, d'être plus économe ou plus écologique dans toute sa démarche, et forcément plus inclusif, plus engagé, plus responsable. Donc, la métropole, aujourd'hui, c'est vraiment une capacité à identifier, accompagner, s'assurer que sur toutes les différentes chaînes de valeur, tous les maillons nécessaires sont présents. Et là, on sait qu'aujourd'hui, notamment sur toute la filière ICC, parce que l'audio est une des branches de l'audio qui est, selon moi, arrivée à maturité ici, et grâce à ces acteurs. Donc, moi, je remercie cet engagement, cette volonté justement d'avoir cette double perception, et notamment Benoît, à travers ton expérience, tu as cette visibilité d'un point de vue métropole et d'un point de vue acteur éco de ce qu'il faut faire, et ensemble, on le construit. Donc vraiment, c'est un positionnement gagnant-gagnant de partenariat, puisque l'objectif étant de favoriser l'emploi, développer des filières d'avenir, et pour nous, il y a un quartier émergent qui s'appelle et qui va s'appeler très prochainement la Cité créative, et qui va réunir tous ces acteurs économiques autour de l'audio, mais pas que, du cinéma, de l'animation. Il faut des lieux physiques. Alors, c'est toujours très utile, pratique d'avoir ces nouveaux usages, et notamment avec la visio, de pouvoir partager, de pouvoir ouvrir auprès du plus grand nombre, chose qu'on ne peut pas faire parfois dans des lieux physiques, réunir autant de nombres que sur le mode virtuel. Cependant, il est important d'avoir des lieux physiques où se rencontrer, où créer, monter des nouveaux projets. Et nous tenons effectivement à ce qu'il y ait une implantation physique
de proximité entre les différents membres de cet écosystème. C'est pareil au BIC avec la halle de l'innovation qui va fédérer autour du numérique. Nous sommes convaincus que l'innovation émerge et la créativité de ces écosystèmes qui sont souvent ici bouillonnants et qui, à travers les événements, à travers cette proximité physique, vont imaginer, innover, répondre aux besoins et aux problématiques dont on a besoin. Je n'ai pas vraiment regardé le timing, donc n'hésitez pas à me dire si le délai, je pourrais parler encore des heures, mais je sais qu'il y a des suivants qui prennent la parole ensuite. Non, c'était parfait, Madame Eman, merci beaucoup. J'avais une question qui est arrivée, alors pas par le biais du chat, mais par ailleurs, qui souhaitait que vous insistiez un petit peu sur justement ce lien entre inclusion et cité créative et innovation. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire plus, ou en tout cas, comment ça fonctionne au niveau de la métropole? Alors oui, bien sûr, tout à fait. Nous sommes partis alors de constats et de besoins qui ont été énoncés par les acteurs économiques. Et pour pouvoir répondre à ces besoins, eh bien, nous avons imaginé puis soumis des propositions de qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur ce site ou sur ce quartier pour pouvoir créer une dynamique qui embarque le plus grand nombre et qui permet de répondre à ces problématiques. Et donc, des jeunes, des étudiants, des jeunes actifs, les différents acteurs qui constituent toute une filière, de les mettre à proximité. Et donc aussi de faire des ponts avec les startups qui innovent dans le numérique. Juste pour info, moi je connais bien cet écosystème ou ces écosystèmes, notamment par justement Véronique, vous en parliez au début, cette double casquette que j'ai, à la fois vice-présidente élue au sein de la métropole, mais aussi chef d'une entreprise, une startup qui innove dans la mobilité et à travers le digital. Et donc j'ai très vite perçu cette capacité qu'on avait ici à se regrouper pour pouvoir, à travers des événements ou sur des quartiers, sur des sites identifiés, pour imaginer des choses à développer ensemble. Par exemple, on parlait de la question du foncier au départ. Nous avons ici un écosystème commun avec celui de Nantes notamment, sur la PropTech. Donc, ce sont des startups qui innovent dans le secteur de l'immobilier avec les difficultés que nous amène notre siècle pour pouvoir répondre et amener des réponses aux promoteurs, aux constructeurs qui aujourd'hui n'ont pas l'agilité de ces startups. Et on a très vite compris qu'en se réunissant, en proposant une offre regroupée, eh bien, nous avions la capacité d'aller élargir notre marché. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu cette idée de savoir comment on va pouvoir attirer des entreprises de l'international en montrant qu'ici, eh bien, on a tout ce dont on a besoin, mais en gardant ce côté humain, social. C'est une vie autour d'un quartier aussi, et c'est du coup un environnement dans lequel on souhaite évoluer pour grandir économiquement, socialement, humainement, écologiquement. Voilà. Pour pas être plus longue. Merci beaucoup. Du coup, on va passer sur notre. Si vous voulez. Mais en tout cas, vraiment, merci pour tous ces éléments. Je le rappelle, voilà, je l'ai mis sur le chat. Si vous avez des questions à remonter, n'hésitez pas. Ça peut être l'occasion, voilà, d'avoir des éclaircissements, d'aller plus loin sur certains points de détail, et même potentiellement, voilà, de revenir vers vous si vous souhaitez avoir plus d'informations sur tel ou tel sujet. Maintenant, on va passer à cette troisième partie qui est directement liée aux grands enjeux de société. Ça va être une partie qui est liée directement avec l'intervention de Jean-Michel Lesault et de Pierre Pommel, qui vont nous illustrer cet exemple avec Grand Orly Seine-Bièvre. Je vais laisser la parole à Jean-Michel pour nous en dire un petit peu plus. Jean-Michel, écoute, on t'écoute. Très bien. Écoute, merci Stéphane, merci aux autres intervenants. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses ont déjà été dites. On va essayer peut-être de prendre effectivement un angle un peu différent en mettant au centre finalement, donc on a vu, voilà, on est dans un monde qui change, on a vu l'importance des écosystèmes dans la structuration des territoires aujourd'hui et toute l'importance qu'il pouvait y avoir à essayer de les consolider. L'option, nous, qu'on a pris et finalement qui, au travers de l'exemple de Grand Orly, Seine-Bièvre, dont parlera Pierre tout à l'heure, c'est de montrer toute l'importance des grands enjeux sociétaux, des grands enjeux finalement
qui vont structurer l'action du territoire et de tous ces acteurs. C'est-à-dire que de plus en plus, les territoires, bon, évidemment, la crise sanitaire l'a accéléré, mais pour certains territoires, c'était le cas bien avant, c'était d'intégrer une dimension sociale et environnementale dans leur stratégie de développement économique. Donc, bien évidemment, grâce à l'innovation, au développement des technologies, on se rend compte que les territoires aujourd'hui peuvent être plus inclusifs, plus résilients. On en a parlé tout à l'heure. Et finalement, en replaçant, en priorisant les enjeux sociétaux donc au cœur de leur stratégie de développement, mais également, ça on a commencé un petit peu à en parler aussi, en termes d'aménagement territorial. Donc, ce qui est sûr, ça c'est évidemment notre conviction, et c'est notre conviction, enfin à nous chez Géolique, mais à tout le monde derrière les écrans également, j'imagine, que le territoire qui est à la fois proche des populations, mais également des entrepreneurs, est à la bonne distance, à la hauteur de vue idéale, finalement, pour mettre en place toutes les actions qui vont vraiment avoir un impact. Bon, pour avoir un impact, il faut, on l'a vu aussi, se livrer d'abord à une analyse qui ne soit pas une analyse de complaisance, mais de bien se rendre compte des écosystèmes qui sont en place pour voir finalement ce qu'il y a et comment imaginer pouvoir les consolider. Donc, bon, c'est l'approche, nous, qu'on a développée, voilà, comme d'autres, au travers de la cartographie des forces en présence, on l'a vu, pour favoriser les synergies entre acteurs et repérer les fameux trous dans la raquette dont parlait Benoît tout à l'heure, donc en visualisant effectivement acteurs et écosystèmes. Donc cette approche, c'est aussi, on a cette conviction, l'occasion d'initier un cercle vertueux donc entre les territoires, les entrepreneurs, les populations, mais aussi entre les entrepreneurs eux-mêmes qui se découvrent et qui peuvent aussi imaginer de nouvelles synergies dans leur propre intérêt, mais aussi dans l'intérêt du territoire et l'intérêt général. Bref, l'idée, c'est un peu d'imaginer finalement et d'optimiser des passerelles et les liens au travers de tout ce qui se passe sur le territoire. Donc, on parlait de lieux tout à l'heure, on parle d'actions, on parle d'événements sur le territoire, avec les territoires voisins, parce qu'ici, on a effectivement des territoires d'une certaine taille. On est sur des métropoles régionales ou proches de la région parisienne, donc on se rend compte qu'il y a une influence certaine et des interactions avec les territoires voisins, voire avec d'autres territoires, en fonction des écosystèmes et des thématiques qu'on souhaite mettre en avant sur le territoire. Donc concrètement, nous, on a identifié là les 9 enjeux qui apparaissent ici, bien évidemment en lien avec les ODD, mais également tous les grands enjeux qui ont été définis par BPI, par exemple, ou un certain nombre d'autres acteurs institutionnels autour de la santé, autour de l'inclusion sociale, de l'alimentation, de la mobilité, enfin voilà, l'industrie du futur, tout ce qui fait finalement le territoire de demain. Et le but finalement de ces enjeux, c'est de répondre à des problématiques qui sont rencontrées sur le terrain, comme la sécurité des approvisionnements alimentaires, ça on en a beaucoup parlé, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus terre à terre, si j'ose dire, sur le développement de l'autonomie, par exemple pour les personnes âgées ou en situation de handicap, et à partir de là, vraiment de mettre en place un plan d'action qui ait un véritable impact sur le territoire, parce qu'en adéquation avec les véritables besoins de ce territoire. Donc, se pose évidemment derrière la question alors de la mesure de l'impact et donc des indicateurs à mettre en place et qui vont bien souvent au-delà du simple cadre de la performance économique.
Donc là-dessus, je cède bien volontiers la parole à Pierre Pommel, donc qui, au travers de tout ce qui est développé sur le territoire de Grand Orly, va vous donner plus de détails sur l'approche qu'il a développée avec ses équipes sur le territoire, notamment en ce qui concerne la définition des DAS et des instruments de mesure qui lui permettent justement d'estimer la conséquence et la pertinence de toutes ces actions avec les acteurs économiques au bénéfice des habitants. Pierre. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de Grand Orly-Sainte-Bièvre. Donc c'est un territoire qui est au sein de la métropole du Grand Paris. Donc c'est vrai, juste pour remettre ça un petit peu dans le contexte, on a évidemment chaque territoire a ses enjeux. Nous, on est en région parisienne, donc on a pas mal de projets qui peuvent venir à nous, puisqu'on est entre la première et la deuxième couronne. On a 700 000 habitants. Le deuxième territoire le plus peuplé après Paris de la métropole du Grand Paris. Donc, c'est vrai que si on n'a pas les idées claires sur les enjeux du territoire et les objectifs qu'on se donne, on a une feuille de route du développement économique. On peut ratisser très large finalement, parce qu'il y a tous les secteurs d'activité qui sont présents sur le territoire. Et il faut vraiment se fixer des objectifs, une feuille de route. Alors bien évidemment, on retrouve, vous avez dit beaucoup de choses, les intervenants précédents, donc moi j'essaye de compléter par notre expérience. Donc bien sûr, il y a l'environnement qui revient très très fort là sur les prochaines mandatures. On a un vrai défi, c'est qu'on a un taux de chômage qui est un peu plus élevé que la moyenne francilienne. On est un territoire qui a beaucoup de potentiel, avec normalement pas mal de foncier, beaucoup de projets d'aménagement, mais avec un taux de chômage assez élevé. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour donner de l'emploi aux habitants. Donc on a une démarche très volontaire depuis de nombreuses années sur l'industrie. Donc on est territoire d'industrie. Il y a beaucoup de territoires en France qui sont territoires d'industrie, mais c'est vrai que nous, c'est un vrai défi parce que on est dans un environnement dense et donc placer de l'industrie, du productif en première couronne ou autour d'Orly, c'est un vrai défi. Donc là, on a un objectif très fort là-dessus. Donc on met en place, on a fait signer un manifeste pour l'immobilier productif par des acteurs privés et publics du territoire. Donc on essaye d'agir de concert pour remettre de l'industrie, du productif, plutôt de l'industrie 4.0, vraiment de l'industrie high-tech, sur le territoire, mais qui donne aussi de l'emploi aux habitants, qui n'est pas que des cols blancs, si vous voulez, mais aussi que les habitants s'y retrouvent. Et en parallèle, il y a cette démarche dont vous avez tous parlé, avec laquelle on est parfaitement en accord, sur laquelle on travaille avec Geolink, sur effectivement les écosystèmes. Donc les filières, elles sont développées depuis longtemps, on les a bien identifiées, mais c'est vrai que les écosystèmes, c'est une démarche un peu nouvelle. Comme vous disiez, Bérénice, je crois au début, on prospecte plus tous azimuts, on fait des choix maintenant. Donc on essaye, je crois il me semble que tout le monde a un peu la même approche maintenant, c'est-à-dire d'essayer de trouver des projets à impact social, environnemental, qui apportent de la valeur ajoutée au territoire. Et il y a aussi une logique marketing, c'est-à-dire une différenciation. Il faut trouver les secteurs, les écosystèmes sur lesquels on fait la différence par rapport aux autres, parce qu'on est tous, on se compare, et puis les utilisateurs, les entreprises, elles viennent là où c'est le plus pertinent de s'implanter ou d'investir. Donc il y a aussi une dimension marketing qui est très forte. Et donc tout ça, vous voyez, l'industrie et les écosystèmes, ça avance de concert avec effectivement les trous dans la raquette, les chaînons manquants, c'est-à-dire de construire avec l'écosystème local, mais d'aller chercher en dehors de l'écosystème ce qui nous manque et qui renforce du coup ces écosystèmes. Donc c'est vraiment cette démarche-là. Je crois qu'on se rejoint tous là-dessus. Donc après, je pourrais citer quelques exemples. C'est vrai que nous, on a peut-être deux filières, deux écosystèmes qu'on travaille beaucoup avec Geolink. Donc c'est pas nouveau, on les connaissait avant, mais là il y a vraiment un travail de fond.
c'est l'agroalimentaire et la logistique durable. Donc, on a le marché de Rungis sur le territoire. Le marché de Rungis, c'est génial parce qu'il y a un effet d'attraction immédiat et également à l'international très fort. Mais après, il faut construire autour du marché de Rungis. Il faut construire tout un écosystème. Donc, on essaye vraiment de travailler ce secteur-là. Et puis la santé aussi, parce qu'on a des hôpitaux importants. On a l'Institut Gustave Roussy avec la lutte contre le cancer à Villejuif. Donc, la santé, c'est vraiment un secteur, un écosystème qu'on travaille beaucoup. Et là, c'est intéressant parce que le travail avec Geolink, la vision marché, les projets qu'on arrive à détecter par la prospection par écosystème nous permettent de donner une vision marché aussi de la demande entreprise aux aménageurs et aux acteurs publics du territoire. Et donc, ça permet de travailler aussi beaucoup sur la programmation économique. Vous voyez, plutôt que de rester en surface en disant il faut tant de bureaux, tant de locaux d'activité, du logement, etc. On rentre un peu plus dans le détail. On dit par exemple, ben non, c'est peut-être pas tant de bureaux qu'il faut, c'est du labo, parce qu'on a des entreprises de la santé qui veulent venir sur le territoire parce qu'il y a beaucoup d'atouts. Donc voilà, il faut faire des labos, agroalimentaires. Donc ça nous permet de donner aussi une vision très pragmatique et très marché aux aménageurs et à l'aménagement et au développement économique, aux objectifs d'aménagement du territoire. Merci Monsieur Pommel. J'ai eu deux questions qui étaient en lien avec ce que vous évoquiez, notamment une qui revenait sur l'aspect marketing. Et voilà, le retour que j'avais, c'était que ça restait relativement diffus. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement en quoi c'est un outil marketing là-dessus? Non, c'est simplement, je voulais dire que travailler les écosystèmes, il y a aussi une notion de promotion et de différenciation, c'est-à-dire de détecter les écosystèmes sur lesquels on est fort, on a des atouts. C'est du marketing territorial en fait, hein, et donc qui nous permettent d'attirer des projets à impact, mais c'est aussi qui nous permettent, sans faire trop d'efforts finalement, d'attirer des entreprises et des investisseurs parce que tout simplement on est différent, on est singulier et on a peut-être des atouts que les autres n'ont pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Et la deuxième question qui m'était remontée suite à votre échange, c'était lié à un moment où vous avez parlé d'anticipation. Est-ce qu'il y a à dire qu'en travaillant en complément du système, on va dire classique, en travaillant en écosystème, ça vous permet justement on va dire de moins subir le marché, mais plus de l'anticiper? Comment ça se manifeste pour le territoire? Oui, je pense que ça me semble très clair. C'est à la fois quand on travaille sur les écosystèmes, sur les secteurs, d'ailleurs Geolink nous aide là-dessus, ça permet de détecter les sous-secteurs d'activité qui sont en croissance. Donc voilà, avec quel type d'entreprises vont être amenées à se développer, quels sont les besoins immobiliers qu'elles ont. Donc ça nous permet effectivement d'avoir une vision très marché. Je mets ça en rapport avec l'aménagement, hein, parce que l'aménagement, il faut vraiment toujours le lier à ce qui se passe vraiment sur le marché pour pouvoir pas tomber à côté dans la programmation et l'immobilier d'entreprise finalement qu'on met à disposition des entreprises sur le territoire. Merci beaucoup, Monsieur Pommel. J'ai une dernière question. Alors là, je vais vous laisser répondre à celui ou ceux qui se sentent le plus opportun là-dessus. Qui revient à expliquer un petit peu comment les territoires utilisent l'innovation technologique pour l'attractivité et la valorisation de leur territoire. Est-ce que quelqu'un voilà, chez vous souhaiterait répondre? Allez-y. Madame Emma ou Pierre? Ah, allez-y, Pierre. Non, je vous en prie, allez-y. Eh bien, par exemple, pour donner l'exemple de Montpellier Métropole, nous avons la Cité Intelligente qui est un projet au sein de la métropole qui permet d'expérimenter des innovations technologiques
et de les pérenniser ou pas sur un usage qui est confirmé ou pas. Et donc, à la fois de permettre à nos acteurs locaux d'avoir un terrain de jeu d'expérimentation, d'avoir un premier modèle à tester aussi pour pouvoir le dupliquer sur d'autres collectivités. Donc ça se fait dans le cadre de la cité intelligente. Et si je peux compléter, il y a un exemple très précis aussi sur l'audio. On a une start-up audio qui propose d'utiliser les ondes radio pour l'éclairage public. Et la métropole de Montpellier et de Nantes, les deux seuls en France à l'avoir fait, ont permis à cette start-up d'expérimenter ça. Et voilà, ça donne la chance, l'opportunité de démontrer, de collaborer et après de mettre en marché le cas échéant. Pour rebondir à ce que vous dites, il y a beaucoup en fait de liens technologiques et d'innovation pour les entreprises, et je pense notamment aux pôles de compétitivité qui sont régionales, que nous avons tous dans nos métropoles. Voilà, ça permet aussi de tester le marché, de créer de nouvelles innovations et de faire aussi des passerelles entre l'innovation, les centres technologiques et les entreprises. Et à Nantes, on a aussi le Nantes City Lab qui permet aux entreprises de tester en fait leurs produits ou leurs innovations avant de les mettre sur le marché. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives dans nos territoires qui vont dans ce sens-là. Peut-être sous un autre angle, je pensais à cette question sur la partie plutôt open data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires finalement et puis l'ensemble des acteurs aussi commencent à ouvrir leurs données. Donc, comment faire en sorte d'utiliser les technologies pour mieux croiser toutes ces datas qui arrivent et en tirer des nouveautés pour le territoire. Et ça, je pense que c'est un challenge qui est en cours dans nombreuses startups sur vos territoires et pour lesquels nous aussi, on commence à se challenger chez Geolink sur comment est-ce qu'on pourrait avoir un usage des outils numériques pour aller plus vite encore dans l'analyse de la donnée. C'est-à-dire que le volume de données devient tellement important que finalement, il faut savoir sous quel angle le prendre pour réussir à développer de nouvelles politiques d'offres. Par exemple, on parlait d'aménagement du territoire, mais le côté prédictif devient très, très important aussi pour la suite. Merci Guénel. Une dernière question qui est remontée, c'est une question avec l'animation des écosystèmes, savoir comment on faisait pour, dans la durée, pouvoir continuer d'animer, de pérenniser ces écosystèmes. Est-ce que quelqu'un a justement un retour d'expérience? Moi, je n'ai pas entendu, je ne sais pas si tout le monde... ça a coupé. Hein. Oui, j'ai pas non plus entendu la totalité de la question. Je crois l'avoir un petit peu comprise. Sur l'animation des écosystèmes, moi, je vais parler uniquement sur celui qu'on anime au quotidien avec Codio. C'est effectivement un travail continu, mais une fois qu'on arrive à lancer la dynamique, effectivement, les acteurs de cet écosystème ont aussi envie et y contribuent. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit alimenter en continu. Là-dessus, peut-être aussi, Véronique, tu as... Oui, c'est moi qui ai posé la question parce que je pense que c'est des démarches quand même assez nouvelles et de créer l'écosystème, de compléter les trous dans la raquette, c'est impératif. Néanmoins, moi, je vois que les territoires, les agences comme les vôtres ont des nouveaux rôles, justement, après d'insuffler les valeurs que vous voulez mettre et aussi donc les questions, mais comment continuer d'animer ces écosystèmes pour qu'ils deviennent autonomes pratiquement tout en préservant les objectifs et les valeurs. Donc, j'étais intéressée à savoir si ces questions-là étaient déjà abordées. C'est un peu le début, mais je pense que c'est des nouvelles missions, en fait.
Chez Codio, tu as raison, le business model du cluster économique n'est pas encore totalement trouvé. Ça veut dire qu'on crée de la valeur que tout le monde trouve utile, mais pour le moment, et quasiment tous les clusters de France, quand on les a benchmarkés, on voit des business models sous perfusion publique parce que ça crée une valeur pour le territoire. Mais effectivement, il faut essayer au fur et à mesure de trouver des nouveaux modèles. Nous, chez Codio, on réfléchit beaucoup à des formes juridiques qui permettent de s'émanciper de manière différente, type société coopérative d'intérêt collectif, qui permettent de croiser de l'argent public et des intérêts des entreprises. Je dis on y travaille parce qu'on n'y est pas encore, mais on est preneur de tous les bons retours d'expérience et pouvoir essayer d'avancer et d'innover de ce côté-là. Peut-être juste un petit complément par rapport à cette idée d'animation. On est aussi peut-être dans ce temps où on attend bien évidemment de la collectivité, du territoire qui prenne l'initiative d'un certain nombre de choses, mais l'idée aussi est peut-être simplement de s'axer aussi sur la coordination de ce qui peut être fait par ailleurs par les acteurs de façon indépendante. On se rend compte notamment qu'il y a un certain nombre notamment de grandes entreprises aujourd'hui qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir profiter peut-être de la créativité et de l'imagination, évidemment des start-upers, mais peut-être des chercheurs ou d'autres structures qui jusqu'ici étaient peut-être un petit peu déconnectées les uns des autres. Et donc ce travail d'animation, tel qu'on le voit nous avec notre regard de conseil, donc forcément un petit peu extérieur, mais avec aussi un spectre quand même d'intervention sur une cinquantaine de territoires aujourd'hui. Donc, il nous donne quand même cette vision-là de voir ce qui peut marcher sur certains territoires et le fait justement quelque part de stimuler, de catalyser les interventions en bonne entente et en bonne corrélation avec les autres, et aussi un nouveau rôle d'animation peut-être à privilégier. Voilà, petite remarque en passant. Et juste ajouter aussi que toute innovation nécessite un temps d'adaptation, d'acceptation aussi et donc entre un cluster et une métropole par exemple, le faire ensemble signifie aussi aller chercher d'autres acteurs pour avoir un volume critique et tester des modèles innovants, trouver des cofinanceurs pour pouvoir justement légitimer une démarche à une échelle peut-être plus grande au niveau de la région, au niveau national. C'est trouver des solutions ensemble, faire ensemble, c'est aussi ça. C'est pas juste prendre l'aspect valorisant, attractivité, rayonnement. C'est aussi tester des usages nouveaux et un modèle innovant, ça nécessite un peu de temps et quelques tests en fait. Parfait, on arrive à la fin de notre rendez-vous. On a tenu à peu près le timing. Donc, je tenais à vous remercier à tous, que ce soit au niveau des animateurs ou des participants. Merci beaucoup pour tous les éléments que vous nous avez apportés, surtout pour les exemples qui permettent de mettre en perspective un peu plus ce qu'est la notion d'écosystème et pourquoi elle est intéressante pour les territoires. Je tiens à préciser que le replay du webinaire sera accessible d'ici quelques jours. On ne manquera pas de communiquer et de vous en informer à ce moment-là. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à bientôt. Tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Sortir moi-même. Allez. Il est planté. Salut Véronique. C'est super ce que vous faites. Moi, je trouve que
c'est vrai. Oui, oui, non, mais tu as vu comment vous l'avez emmené. Après, je vais aller encore plus loin, mais c'est pas